Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Ça fait un moment que je vous disais qu'il fallait que je reprenne les lectures de Seth. Je parle souvent d'extraits de ce livre, Seth parle. Et ça y est, je me suis lancée dans la relecture de ce livre, donc avec le tome 1. Alors pour un petit peu faire l'introduction de ce livre, un petit peu pour vous expliquer comment il a été écrit. Donc le titre, c'est pour le tome 1, c'est Seth parle, l'éternelle validité de l'âme. Donc Seth est une personnalité qui parle à travers Jane Roberts, l'auteur. Et en même temps, c'est pas tout à fait elle qui a écrit le livre, c'est elle qui se faisait traverser par cette personnalité, donc qui partage son expérience, ses vérités, du coup de l'autre côté. Et donc c'est son mari qui, à travers un dialogue avec Seth, a fait en fait les enregistrements et la retranscription de ces séances. Donc à chaque fois, dans le livre, vous avez une partie où c'est écrit en italique. Et du coup, ça, ce sont les pensées ou les remarques du mari. Et tout ce qui est écrit droit, pas en italique, eh bien, c'est le livre de Seth. Et donc Seth, dès le premier chapitre, explique qu'il écrit ce livre sans être incarné sur notre plan. Et donc, à travers la préface de Jane Roberts, elle nous explique que même elle, au début, elle a douté, à savoir si c'était pas un trait de sa personnalité, en fait, qui s'exprimait. Et elle s'est aperçue que quand elle fait comme ça des enregistrements, parce qu'elle est écrivain, donc elle écrit des livres, et si elle fait des enregistrements, si elle ne réécoute pas, elle perd le fil de ses pensées. Là, les retranscriptions, donc généralement les séances se font le lundi et le mercredi, et parfois le jeudi si jamais c'est décalé, et donc cette personnalité, Seth, ne perd pas le fil de ses pensées. Donc elle se dit à chaque fois, non, en fait, ça peut pas être moi qui est en train de vous expliquer le livre, de faire autre chose, parce que je suis incapable de partager comme ça, comme il fait. Et en plus, elle explique qu'elle n'a pas les mêmes traits d'humour, ni la même personnalité que cette personnalité qui s'exprime à travers elle. Et en plus, elle a fait aussi des séances avec ses étudiants où eux peuvent témoigner aussi. D'ailleurs, il y a même une vidéo sur YouTube, vous pouvez aller la voir. Jane est plus du tout la même quand Seth parle à travers elle. Elle prend même différentes intonations, différents accents, parce que cette personnalité, elle aussi explique, Seth, qu'elle doit s'adapter aussi à cette façon de communiquer avec nous dans la matérialité. Comme ce n'est plus une personnalité matérielle qui s'est incarnée là sur ce plan, du coup elle a besoin de cette adaptation. Et donc dès le début, il nous explique comment c'est possible avec Jane, parce que voilà, les deux se connaissent depuis longtemps et qu'elle était prête à ça, à pouvoir faire cet échange énergétique. Donc il y a toute cette explication-là. Donc c'est un livre vraiment super intéressant qui a beaucoup changé de choses chez moi. Et dès le chapitre 1, il nous explique que à travers la lecture, non seulement il s'adresse à nous, lecteurs qui est en train de lire, mais aussi à nous, tout notre corps. C'est comme si qu'il y avait
un rappel des mémoires, un petit peu un encodage qu'on refait au niveau des cellules pour nous rappeler tout ça. Alors bien évidemment, vous êtes absolument libre de croire ou non à ce qui est dit dans ce livre, à comment il a été fait, comment il a été rapporté, mais c'est juste pour vous expliquer voilà, que le fait de lire ce livre, ça peut changer pas mal de perceptions, et pas seulement au niveau du mental. Parfois, il y a certains chapitres où mon mental ne comprend pas vraiment tous les principes de physique quantique qui sont abordés, et pourtant, l'information passe à travers le corps. Vous voyez, quand j'ai lu ce livre, j'avais des moments où j'avais des vertiges, le souffle coupé, et j'étais obligée d'arrêter ma lecture parce que parfois c'est trop. C'est trop, il y a quelque chose énergétiquement qui passe et il y a besoin d'intégration par le corps. Donc ce livre, je ne vous conseille pas de le lire en une seule fois, de prendre le temps de le lire et de vous laisser imprégner par ses enseignements. Et donc c'est grâce à ce livre aussi où j'ai pu après connecter voilà, à d'autres vies dans d'autres plans. C'est vraiment ce livre qui m'a changé un petit peu toutes ces perceptions sur l'âme, l'âme multidimensionnelle, etc. Et en fait, effectivement, vous ne pourrez pas connecter à d'autres vies, que vous appelez vie antérieure. Vous ne pourrez pas connecter à ces autres plans si vous n'avez pas cette conception d'âme multidimensionnelle. Même chose, c'est pas possible de faire un voyage chamanique si vous ne touchez pas cette notion-là, parce que l'âme multidimensionnelle, c'est vous êtes à la fois dans votre corps et à la fois c'est possible d'être ailleurs. Donc voilà, les prochains épisodes vont être un petit peu sur la lecture de cette parle, où je vais un petit peu essayer de vous partager ma compréhension du texte, ce que j'en retiens, les informations principales. Alors bien sûr avec toute modestie, parce que forcément, comme ce sont parfois des principes quantiques très poussés, ça va au-delà de ce que le mental peut enregistrer et peut comprendre et peut intellectualiser. Vraiment le livre, il est fait comme ça. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre et qu'il a changé beaucoup de choses, au-delà même de la compréhension que je peux en faire. Voilà. Donc c'est parti, on va se lancer dans un nouveau chapitre et à chaque fois vous retrouverez un petit peu comme ça l'introduction pour chaque épisode qui vont venir. Donc c'est parti, on se lance dans la lecture de cette parle, l'éternelle validité de l'âme, donc le tome 1. Chapitre 2, mon environnement, mes activités et mon travail actuel. Alors dans ce chapitre, la personnalité 7 essaye un petit peu de définir le plan où il se trouve par rapport à notre plan. Et déjà dès ce deuxième chapitre, je commence déjà à me faire des nœuds au cerveau. Donc je vais essayer de résumer en fait un petit peu toutes ces idées. Mais c'est vrai que plus j'avance dans la lecture, plus je m'aperçois que en fait chaque phrase est un concept. Donc là, le chapitre 2 va de la page 45 jusqu'à la page 63. Donc vous imaginez un petit peu le nombre de concepts qu'il peut y avoir. Donc peut-être que je ne développerai pas tout ce qui est dit dans ce chapitre-là. Dès la première page de ce chapitre, il nous explique qu'après la mort, nous ne serons pas en fait dans son plan là où il est actuellement. Il le dit un petit peu sur le ton de l'humour, qu'il va falloir mourir bien des fois avant d'en arriver là, dans ce plan particulier d'existence. Donc on peut envisager voilà, qu'après, de l'autre côté, il y a plusieurs plans d'existence. Ça me rappelle un petit peu le rêve où j'avais avec l'ascenseur, où en fait il faut monter pour avoir accès à une certaine connaissance de certaines choses. En même temps, il nous dit la naissance occasionne un choc bien plus grand que la mort. Alors là, j'adhère absolument en fait à ce concept, à cette idée, parce que je crois que c'est même en lisant ce livre la première fois où je me suis rendu compte qu'un cauchemar que je faisais de façon récurrente petite n'était pas un cauchemar, mais en fait était un souvenir. Donc pour vous partager ce cauchemar souvenir, ce cauchemar, je le faisais la nuit où il y avait un bruit qui résonnait dans ma chambre et je me voyais dans une espèce de boule orange, un peu tirée en arrière contre mon gré, expulsée pour aller quelque part et après je voyais un plafond avec plein de gens, etc. C'était vraiment horrible. Et donc en fait j'ai mis du temps, j'ai mis quelques années pour comprendre que ce n'était pas un cauchemar mais c'était le souvenir de ma venue au monde. Donc j'avais eu ce souvenir là et je garde cette sensation d'être tirée en arrière contre mon gré. Moi je voulais rester là où j'étais, que ça a été de force et aussi ce bruit qui résonnait. Donc en fait c'était les battements du cœur de ma mère. Donc je me rappelle absolument de ça, donc je peux vous dire que pour se construire avec ça, au secours. Et donc ça a été un des cauchemars récurrents jusqu'à
même à l'âge adulte, il revenait de temps en temps. Mais c'est surtout dans l'enfance où il a été très présent. Après, il y a eu un oubli. Et après, c'est en lisant les livres de Seth parle, où j'ai eu cette révélation qui est venue en fait à ma conscience de me dire ce n'était pas un cauchemar, en fait c'était un souvenir qui du coup était un souvenir traumatisant puisque je n'avais pas envie d'être incarnée sur cette terre. En tout cas, j'avais envie de faire l'expérimentation de ne pas avoir envie. c'est très clair dit comme ça. Et je voulais porter en fait cette souffrance d'être incarnée et d'avoir perdu ce contact avec ce qu'il y a là-haut, cet amour divin que l'on a est infini. Et donc venir ici et me retrouver en fait seule, abandonnée, sans rien, sans tout ça. Donc ça a été très compliqué quand j'étais petite, donc j'avais plutôt envie de mourir déjà, à peine arrivée sur Terre. J'avais cette colère en moi d'avoir été arrachée en fait là d'où je venais et j'avais cette tristesse profonde où parfois je pleurais, j'étais vraiment inconsolable. Personne ne pouvait me consoler parce que la tristesse était au-delà de ce que l'on pouvait envisager sur Terre de voilà simplement un enfant qui tombe et qui se fait un bobo, on va le soigner, il est réconforté par ses parents. Là la tristesse était telle, c'était un déchirement tel de venir sur cette Terre et de s'incarner que j'avais perdu le contact avec tout cet amour universel, cette source, toutes ces connaissances que franchement ça m'avait rendu plus que triste, mais vraiment je portais ça vraiment très profondément. Donc ce qui veut dire que j'ai pas eu vraiment une enfance où c'était une enfance innocente, vous voyez, une enfance dans le sens enfant, un enfant qui joue, qui a conscience de rien. Mais j'avais déjà conscience que la vie était horrible sur Terre, que je n'avais absolument pas envie d'être là, qu'il se passait que des choses horribles, que c'était monstrueux, enfin voilà, c'était déjà parti, j'étais bien partie en fait, si on reprend la base de la base. Donc effectivement, je suis d'accord avec ce concept sur le fait que la naissance occasionne un choc bien plus grand, je l'ai vraiment vécu comme ça, donc quand je relis cette phrase, vraiment, ça m'interpelle. Je me dis, mais oui, c'est tellement évident. C'était une incarnation, un choix d'incarnation assez difficile. Et vous voyez, en même temps, dès la première page, comme il dit qu'on va devoir mourir bien des fois avant d'entrer dans son plan là où il est actuellement, il nous fait déjà part un petit peu de cette idée de réincarnation. Donc quand on commence un petit peu chapitre 1 et chapitre 2, on a déjà cette idée de multidimensionnalité de l'âme et aussi de son immortalité. Donc là, il le met sous forme de mot conscience, parce qu'effectivement, je vois ça aussi au plan supérieur de nous, notre âme, je vois que c'est plutôt de la conscience qui amasse en fait de la connaissance. Et c'est pour ça qu'on est là en fait sur Terre pour expérimenter, pour amasser de la connaissance, pour cette conscience en fait, pour apprendre des choses, pour avancer sur ce savoir. Après, on ne sait pas vraiment le pourquoi du comment, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc déjà, avec ces 2 chapitres, on voit déjà qu'au niveau de l'âme, de la réincarnation, tout ça, il y a déjà pas mal de concepts qui sont avancés, développés et expliqués. Donc au-delà d'être croyant, d'avoir une certaine religion, etc., on voit qu'il nous développe déjà des concepts que la mort n'est pas une fin en soi. Ça ne se termine pas. Il y a quelque chose après, donc quelque chose d'autre. Quand il essaye de nous expliquer aussi un petit peu son environnement là où il est, il dit bien que on ne peut pas vraiment avoir de compréhension sur son environnement là actuellement avec notre savoir et aussi dans notre limitation de notre corporalité. Parce que du coup, comme c'est une entité qui n'a pas d'espace matériel autour d'elle-même, ça peut nous paraître inconcevable que pourtant il y a quelque chose autour, parce qu'il explique que en fait son environnement varie selon ses pensées, ses désirs, ses ressentiments, etc. Et donc ça peut nous paraître nous incohérent parce que tout est tout le temps en fait en mouvement. Et donc c'est comme ça qu'il communique en fait avec les autres qui sont semblables à lui dans ce même plan. C'est juste une succession d'images, de mouvements et en plus j'ai envie de dire un peu toute pensée est instantanée, donc vous imaginez que le nombre de pensées qu'on peut avoir dans une journée, vous imaginez l'environnement à quel point il est déstructuré et il est tout le temps en train de bouger. Donc ça peut être un peu difficile pour nous à concevoir en fait ce type d'environnement et il voit pas trop comment mieux nous l'expliquer. Et donc lui, en fait, à chaque fois qu'il veut rentrer dans un mode de communication, quelle que soit la dimension, c'est lui qui s'adapte et qui s'adapte aux matériaux qu'on utilise. Donc nous, c'est le langage verbal. Du coup, il s'est adapté à cette façon de communiquer, le langage verbal.
Dans d'autres dimensions, il dit que ça peut être de la musique, donc il s'adapte à ce mode de communication avec des notes de musique. Et en fait, du coup, il explique qu'il peut matérialiser en tout temps, en toute époque, à n'importe quel moment de l'histoire pour pouvoir communiquer, transmettre une information, matérialiser quelque chose. Ils ne sont plus limités dans cette notion d'espace-temps. Donc voilà, ça peut être un peu un concept étrange, mais c'est comme ça en fait qu'il définit son environnement qui du coup bouge en permanence. C'est pas quelque chose de fixe. Même chose pour le nom. Ils n'ont pas vraiment un nom de l'autre côté, une identité, qui me semble aussi logique puisque en fait nous sommes des personnalités incarnées sur Terre. Quand on rejoint notre âme, nous sommes plusieurs personnalités en fait qui composons cette âme. Et donc oui, ça me semble logique que toutes les âmes aussi après composent la conscience. Donc forcément, il n'y a pas vraiment de nom. C'est un ensemble en fait de personnalités qui du coup forment quelque chose de plus haut. Ça peut être un peu bizarre dit comme ça, mais voilà. Donc j'essaye un peu de vous expliquer comment il est défini son environnement et sa façon de communiquer, parce qu'en plus lui il se définit comme un enseignant et un éducateur en fait. Donc il est là pour transmettre en fait des concepts dans différentes dimensions où il va, pour pouvoir éveiller les consciences, pour essayer de dire il y a autre chose, il y a quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas des êtres limités par votre corporalité, vous êtes bien au-delà. Et donc il essaye en fait de transmettre tout ça. Donc quand il écrit le livre, à la fois il écrit, donc je vous l'avais dit dans le chapitre 1, il écrit pour notre mental, mais il écrit aussi pour notre mémoire cellulaire aussi, pour que ça réveille tout ça et qu'on se dise ah oui, je suis bien plus que, je ne suis pas que limité par ma corporalité, je suis au-delà, je suis aussi un être, en fait ce qu'on appelle nous un être divin. Donc c'est pas un être divin dans le sens divinité, Dieu à honorer, à célébrer, c'est cette part en fait, on va dire énergétique, vous voyez, c'est cette ce qui nous transcende au-delà de ce que l'on peut être corporellement. Ça rejoint un petit peu aussi ce que les gens disent de la 3D, 4D, 5D. En fait, on pourrait se dire que tout simplement, Seth est déjà dans la 5D. Du coup, il est dans un autre plan, un plan supérieur. Et donc, il doit essayer de s'adapter à nous, à nos matériaux de 3D pour pouvoir communiquer, en fait. Ça serait comme ça. Et donc, cet effort qu'il fait pour communiquer avec nous, ça demande un travail d'adaptation. Mais il faut pas oublier, c'est que comme nous sommes aussi des êtres multidimensionnels, pendant qu'il est dans notre dimension en train d'essayer d'enseigner quelque chose, il est aussi dans d'autres dimensions avec d'autres. C'est ça aussi qu'il essaye d'expliquer, c'est que la conscience n'est pas limitée à un seul plan, à une seule tâche à la fois. Il est en fait en train de faire une multitude de tâches en même temps, et ça nous le faisons nous aussi, mais pas forcément consciemment. Donc ça aussi, il essaye d'expliquer ces similitudes-là que nous avons dans nos modes de fonctionnement. Dans ces similitudes, quand il nous parle de son environnement en fait qui est tout le temps en mouvement, il explique que c'est exactement la même chose aussi pour notre corps. En fait, c'est nous qui créons à tout instant l'idée de notre image, de ce que l'on perçoit et ce qu'on a envie de faire, de voir de nous-mêmes. On est en fait créateur de notre propre corporalité, ce qui peut nous paraître un peu étrange, mais en fait c'est comme ça qu'il explique que nous aussi en fait à tout moment on est en train de modeler notre corporalité comme lui il est en train de modeler son environnement avec ses pensées. Et j'aime beaucoup le passage où il nous rappelle en fait que nous aussi on est capable en fait de prendre plusieurs formes en même temps, que à la fois on peut avoir une apparence d'être endormi sur le lit inerte et en même temps notre conscience voyage. Et c'est exactement ce que l'on fait quand on fait des méditations guidées ou des voyages chamaniques. On a une partie de nous qui est toujours dans le corps pour que celui-ci fonctionne, sinon il s'arrêterait, c'est ce qu'on appelle la mort. Donc il y a une partie de nous qui est toujours dans le corps et il y a une autre partie de nous qui part en voyage ou alors aussi dans le monde des rêves, parce que le monde des rêves c'est un autre endroit de communication qui va se rapprocher un petit peu plus d'ailleurs du monde de Seth. Et ce qu'il essaye de nous expliquer, c'est que quand on est dans le monde des rêves, donc c'est cet échange d'informations énergétiques perpétuelles avec cette succession d'images qui du coup peut nous paraître parfois incohérent,
Et c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est déstructuré, parce que dans notre réalité physique, on a l'impression que tout est plus structuré, que la matière est solide, etc. Mais enfin, tout ça n'est qu'une illusion, puisque rien n'est solide, hein, tout est atome en mouvement et énergie. Et donc, dans le monde des rêves, on a plus cette liberté, on touche un petit peu plus à ce qui nous attend, en fait, après. C'est un peu plus proche de la façon de vivre de façon immatérielle. Et pendant que on a ce corps inerte allongé, donc qui paraît endormi, pendant qu'on a notre conscience qui est en train de voyager aussi ailleurs, on est en train de créer une forme de pensée. Donc tout ça, il est en train de nous expliquer qu'on est capable de faire tout ça en même temps, comme lui, de façon immatérielle, est capable de faire tout ça en même temps. On n'est pas seulement limité à notre corporalité, notre instant présent, et on produit tout ça de manière naturelle, un petit peu tous les jours, tout le temps. On a tout le temps des pensées qui partent à gauche, à droite, et donc notre conscience aussi qui part à gauche, à droite quand vous pensez à un ancien souvenir, avec un ancien lieu, etc. Votre conscience se transporte forcément là-bas, il y a une partie de vous qui part là-bas. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on en vient après à faire des recouvrements d'âme, c'est quand on a une partie de notre conscience qui est partie ailleurs, qui est attachée à un endroit suite à un trauma, un souvenir, même qui peut être un souvenir très heureux et la conscience décide de s'attacher à cet endroit. Enfin, il y a plein de raisons et c'est pour ça qu'on fait aussi des recouvrements d'âme, c'est un petit peu pour récupérer ces morceaux. Mais à savoir que c'est quelque chose que l'on fait très souvent, très naturellement, tout le temps. C'est juste qu'on n'en a pas forcément conscience et qu'on ne porte pas toujours à sa conscience en se disant « Ah oui, tiens, je suis en train de penser à ça, bah, ça veut dire que je suis aussi là-bas. » Ça, on le fait pas naturellement. Mais c'est ce qu'il essaye de nous expliquer, qu'en fait, tout ça, on le fait tout le temps. Et donc, forcément, si on le fait tout le temps, il n'y a pas vraiment de danger pour nous. C'est un peu quelque chose qu'on fait de manière innée. Et c'est juste que dans le travail, en fait, chamanique, c'est juste qu'on prend conscience de ce que l'on est en train de faire. Et en fait, on y met une intention, vous voyez, plus que on part par inadvertance, par inattention, par le fil de nos pensées. Là, ça va être vraiment quelque chose où on va y mettre l'intention de. Et j'en reviens pour le monde des rêves, pour ceux qui demandent à chaque fois l'interprétation du rêve et ce qu'on en pense. Avec là ce que j'essaye de vous expliquer avec la lecture de Seth, vous comprenez à quel point c'est compliqué. Parce que c'est la personne qui est donc dans ce mode de communication autre, avec d'autres personnalités, d'autres entités qui peuvent être elles aussi quelque part matérielles mais qui se dématérialisent et qui sont dans ce mode de communication, et donc c'est une information énergétique reçue que la personne ensuite va transférer sous forme d'images qui sont pour elle compréhensibles dans son langage par rapport à l'information qu'elle a reçue, mais du coup on n'a pas tous le même langage, le même ressenti par rapport à l'image. C'est là où on s'aperçoit que ce mode de communication est plus complexe pour nous, là, qui sommes humains sur cette terre incarnée, alors que chez eux, c'est un mode de communication naturel de se transmettre des informations par image. Et donc, vous imaginez bien que dans ce mode de communication dans les rêves, si on est sur la vitesse de la pensée, vous imaginez le nombre d'informations qu'on emmagasine et qu'on échange dans ce mode de communication dans le monde des rêves. Donc c'est très difficile de se dire je vais interpréter le rêve de la personne et me dire c'est ça, c'est ci, c'est ça. On peut en retirer quelques parties en disant là il y a ce sentiment-là qui ressort, etc. Parce qu'il en parle aussi qu'ils communiquent aussi leurs sentiments, leurs émotions en permanence, mais elles ne s'expriment pas de la même manière que nous nous en faisons là sur ce plan terrestre, et que même nous on est encore des bébés là-dessus, on ne sait pas les utiliser à bon escient. Donc ça c'est drôle quand il dit ça, mais c'est pas faux. Et donc on peut, à partir des rêves que quelqu'un nous raconte, dire là j'ai l'impression que tu es dans un sentiment d'insécurité, que là c'est plutôt la peur qui s'exprime, que là c'est plutôt la colère, etc. On touche à ces notions-là, mais on peut pas se mettre à la place de la personne, on peut pas savoir si elle est vraiment dans ce mood-là ou pas. On a cette impression-là, on peut l'aider à interpréter, on peut la guider, mais on peut pas dire à sa place. Il y a que elle qui a reçu l'information, il y a que elle qui était dans ce mode de communication, qui a échangé cette énergie avec quelqu'un d'autre, et donc il n'y a que elle qui peut savoir ce qu'elle a travaillé à ce moment-là, ce qu'elle a échangé. Nous on peut pas être à sa place, on n'était pas là à ce moment-là.
Sauf si effectivement on s'aperçoit qu'on a fait le rêve ensemble et qu'on a échangé des informations puisqu'on a rêvé de la même chose et qu'on a eu les mêmes images et qu'on a eu les mêmes infos. Là effectivement on peut se dire ah bah oui on était ensemble. Mais il faut se dire que comme on peut être à plusieurs endroits en même temps, donc dans le monde des rêves, on est à la fois dans sa corporalité puisque le corps continue de fonctionner, de respirer, on est à la fois en train de produire des pensées, on est à la fois dans le monde des rêves en train de communiquer, mais on peut être dans plusieurs rêves en train de communiquer puisque nous sommes des âmes multidimensionnelles. On n'est peut-être pas seulement dans un seul voyage. Et donc peut-être que quand on revient avec différents rêves où on a l'impression qu'on a fait différents rêves, mais en fait c'était juste différentes dimensions avec lesquelles on était en train de communiquer. Et après c'est à nous de remettre un peu d'ordre dans tout ce gloubi-boulga. Mais du coup c'est comme ça en fait qu'il essaye de nous expliquer un petit peu notre mode de communication quand on n'est pas matériel. Ça donne un petit peu ça. Donc on peut être à la fois en train de parler avec différents interlocuteurs et avoir ces échanges d'images. Et du coup, c'est pour ça que ça nous paraît incohérent, parce que si on a plusieurs conversations en même temps et qu'on reçoit plusieurs images, on se dit bah j'ai fait plusieurs rêves, alors il y avait ça, il y avait ça, il y avait un éléphant, il y avait une banane, enfin ça n'a aucun sens, mais pourtant si, parce qu'on était sur différents modes de communication avec différentes personnes. Et après, une fois que nous on revient avec ces échanges énergétiques qu'il y a eu, nous, on l'interprète avec des images selon ce que l'on en a compris, mais c'est déjà une interprétation de l'information qu'on a reçue. Donc c'est très difficile d'expliquer le monde des rêves. Voilà, c'est aussi comme ça que je vois le monde des rêves dans ma compréhension de simple terrienne là incarnée sur cette terre. Mais c'est vrai que c'est avec les livres de Seth que j'ai eu cette compréhension sur le monde des rêves en me disant ah effectivement c'est un autre mode de communication. Et alors attention Stéphanie, les images que tu reçois, t'es déjà dans une interprétation en fait de l'encodage qu'on a fait. Donc parfois je m'intéresse pas forcément aux images. Parfois je rencontre des guides qui m'expliquent quelque chose. Je ne sais absolument pas ce qu'ils m'ont expliqué, mais je me dis c'est pas grave, de toute façon j'ai reçu l'information et je saurai quoi en faire au moment où je dois le faire. Donc vous voyez, c'est pas si grave que ça, on n'est pas forcément toujours obligé d'interpréter et d'apporter à la conscience en permanence. Il y a aussi des choses qui peuvent passer et on peut lâcher prise en se disant on n'est pas obligé de tout conscientiser, de tout analyser, de tout décortiquer. On peut aussi simplement faire confiance. Et c'est vrai que ça, je le fais naturellement avec le monde des rêves. Les informations comme ça que je reçois énergétiques et tout, bah finalement je me dis bah oui je fais confiance, j'ai reçu cette information là, parfois la personne n'a pas parlé, j'ai reçu une info, je me dis bah c'est pas si grave que ça, le jour où elle a envie d'en parler, bah voilà j'ai déjà reçu l'info mais c'est pas très grave, c'était son champ énergétique qui était ouvert à ce moment là, elle m'a transféré l'info, c'est pas très grave si elle veut pas m'en parler, bon bah on n'en parle pas et le jour où elle voudra en parler on en parlera. Vous voyez, c'est pas très grave, on n'est pas obligé de toujours conscientiser et de tout ramener sur le devant aussi. On peut garder les choses pour soi et se dire, bah voilà, j'ai reçu une information, là je sais que j'ai travaillé avec les guides, là je sais qu'il y a eu de l'encodage, quand je vais dans un lieu énergétique haut, parfois je me dis, bon bah je ne sais pas ce que je reçois, mais je reçois des infos, je sens l'énergie qui circule, je me sens très bien après, je me sens fatiguée parce que j'ai beaucoup bossé, donc je vais éviter de refaire autre chose en plus, etc. Enfin après chacun voit selon où il en est. Mais voilà, on n'est pas obligé à chaque fois de se dire il faut absolument que je mette de la compréhension sur tout. C'est pas forcément nécessaire. L'important, c'est de savoir que l'on fait les choses, c'est d'en avoir conscience et de se dire ok, le monde des rêves est un autre mode de communication, donc je peux en tirer des informations qui me sont nécessaires si j'en ai besoin. Mais voilà, on n'est pas obligé d'interpréter tout non plus tout le temps. Donc c'était une petite parenthèse sur toute cette partie du monde des rêves. Et donc Seth rappelle que lui, il n'est pas limité par les minutes, les heures, les années, etc. Et que lui, il peut même voyager à travers la totalité de notre conscience en un clin d'œil. Donc lui, il a un petit peu un aperçu général sur tout. Mais quand il va rentrer en communication, donc notamment avec Jan Roberts, il s'adapte à ces notions de temporalité pour qu'il y ait ce mode de communication et pour qu'il soit compris. Donc à la fois, eux, ils ne sont plus limités, ils ne sont plus dans cet espace de limitation, mais ils s'adaptent ils sont capables d'en avoir cette compréhension et de s'adapter à ce moment-là. Donc c'est assez fort quand il nous les explique que lui, il peut en un clin d'œil
voir notre conscience à travers toutes les formes qu'elle a pu prendre. Lui, il voit pas forcément les choses de manière statique, vous voyez. Il va pas nous voir dans notre corporalité simple. Lui, il a vraiment la vision sur notre conscience dans sa globalité. Donc ça donne un champ d'action, un espace vraiment beaucoup plus large que nous quand on est limité. Alors déjà, nous, on se dit quand on rencontre quelqu'un, forcément, on projette une image de cette personne dans notre conscience en se disant elle est comme ci, elle est comme ça. C'est juste une projection, la personne n'est pas comme ci, comme ça dans sa globalité, c'est bien plus complexe que ça. Mais déjà, on fait cette projection, donc vous voyez, lui, un petit peu, il a sur la totalité de notre conscience ce que l'on est, donc il a quand même une approche plus fine de notre nature. Donc ça va vraiment au-delà, et c'est là à quel point on se rend compte qu'on est limité dans notre 3D, vu qu'on est juste devant les choses matérielles qui sont en face de nous. Et même au niveau des objets, il le dit que ça aussi, c'est nous qui les créons et qui leur donnons la forme que nous voulons avoir. Et c'est vrai qu'en physique quantique, ça a été démontré que les objets, en fait, sont pure énergie, c'est juste des atomes d'énergie qui bougent tout le temps en mouvement. Et que l'objet ne prend sa forme qu'à partir du moment où il y a un être vivant, on va dire un humain, qui regarde cet objet et qui porte cet objet à sa conscience, c'est à ce moment-là qu'il devient matière solide en fait. Vous voyez un petit peu le concept de physique quantique. Donc il faut se dire que lui, Seth, il voit au-delà de ça. Il ne voit pas qu'une seule personne, la personnalité qu'elle est. Lui, il a la vision sur toute la conscience, toutes les personnalités qu'on a pu être et qu'on est à devenir. Et dans ça, je me suis posé la question, comme on arrive à prendre contact avec donc des vies que l'on pourrait caractériser antérieures sur notre temporalité, on arrive facilement à prendre contact avec donc des vies qui se seraient passées avant dans notre mode de temporalité, mais ça ne m'est encore jamais arrivé d'aller rencontrer des vies sur notre temporalité, on dirait après. Donc je me pose la question si c'est pas là où il nous dit en fait il faut mourir plusieurs fois pour pouvoir atteindre un certain niveau de conscience, et c'est là où il y a une évolution où en fait les futurs moi qui sont à une conscience plus évoluée peuvent revenir rentrer en communication avec moi. Si eux font la démarche, moi je peux rentrer en communication avec d'autres moi sur une temporalité qui sont avant si j'en fais la démarche, mais on peut pas le faire dans l'autre sens. Vous voyez, je me pose la question, est-ce que c'est possible que moi je puisse aller contacter une conscience en fait de moi-même un peu plus supérieure, un peu plus évoluée? Alors sans dire supérieur, évolué dans le sens péjoratif du terme, c'est dans l'éveil, dans la prise de conscience de ce qu'il y a plus, cette façon de voir les choses plus évoluées. Est-ce que nous, on n'est pas limité? Donc par exemple, si je reprends l'exemple de 3D, 5D, est-ce que nous, on n'est pas limité là dans notre 3D et on ne peut pas entrer en communication avec la 5D, sauf si la 5D décide de rentrer en communication avec nous. Vous voyez, à chaque fois, la communication se fait dans l'autre sens, dans un plan plus évolué vers le plan moins évolué. Ce qui fait qu'au final, quand on reçoit des informations, des guides, etc., c'est quand nous, on est un petit peu ouvert en se disant ah bah oui, tiens, j'aimerais bien telle info, etc. Eux, ils sont là et ils se disent ah bah oui, moi je suis dans un plan de conscience plus évolué, je peux entrer en communication parce que là, c'est le bon moment, elle s'est posé la question, elle est en train de s'intéresser à, et donc du coup, eux, ils ont un petit peu la porte ouverte pour venir, mais sinon, il y a des verrous. Mais nous, on peut pas forcément aller dans l'autre sens. Enfin, je me suis posé la question. Enfin, voilà, ça reste une question ouverte. Si vous avez compris ma question et si vous souhaitez y répondre, n'hésitez pas. J'espère que vous me suivez toujours un petit peu dans ces lectures avec cette parle et en même temps mes pensées qui viennent se rajouter un petit peu à tout ça. Donc c'est vrai que si c'est un petit peu décousu, mélangé et difficile à suivre, n'hésitez pas à écouter l'épisode en plusieurs fois, en plusieurs morceaux. Et donc si vous avez un petit peu une idée sur ces échanges de communication, comment ça peut se faire, comment c'est possible, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est quand la conscience est plus évoluée, elle peut retourner en fait entre guillemets en arrière dans son temps, dans sa temporalité pour aller communiquer avec d'autres, mais en avant, j'ai pas contacté quelqu'un du futur. En voyage chamanique, je suis allée contacter 7e génération qui m'ont montré des informations, ce que j'étais sûrement capable de comprendre, mais j'ai pas rencontré, vous voyez, un autre moi dans le futur.
Donc c'est pour ça m'interpelle. Je me pose la question si c'est possible ou pas. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un certain niveau de conscience pour pouvoir communiquer avec, et est-ce que c'est pas à eux de le faire pour venir vers moi? Enfin voilà, c'est une question. Peut-être nous n'aurons pas la réponse dans cette vie-là. Et dans son livre, Seth, il en parle où il y a des identités qui, du coup, il faut qu'ils aient quand même un certain développement avancé pour pouvoir maintenir la stabilité quand ils viennent rentrer en communication avec nous. Parce que comme eux, ils sont dans un environnement qui est toujours en train de bouger, chez nous, c'est plutôt constant. Et donc, il explique qu'il y en a certains, quand ils sont venus rentrer en communication, ils se sont même perdus de cette façon-là. Donc, c'est là où je me dis, il faut peut-être avoir un niveau avancé très élevé pour pouvoir rentrer en communication avec un niveau moins élevé. Mais c'est vraiment pas péjoratif de dire plus élevé, moins élevé. C'est pas dans le sens où ils sont supérieurs et qu'ils ont plus de légitimité. Je pense que même eux, ils doivent rester très humbles, mais disons que plus on approche de la source, plus on doit avoir un niveau de conscience élevé qui nous permet de communiquer avec la plus petite échelle. Je pense que ça doit se faire dans ce sens-là. Même lui, il le dit qu'il faut qu'ils aient quand même un développement assez avancé pour avoir la capacité de rentrer en communication avec des formes aussi différentes. Et c'est pour ça aussi que ça peut nous paraître difficile d'envisager de communiquer avec ces autres dimensions parce que c'est pas perceptible en fait par nos sens, parce qu'on est capable là dans notre corporalité de façon immatérielle dans le monde des rêves. Du coup on a beaucoup plus de possibilités parce qu'on est moins limité par nos sens, et à ce moment-là c'est des échanges d'énergie constants qui se passent et c'est beaucoup plus facile en fait. C'est juste qu'après, pour la compréhension, c'est là où ça commence à être un peu plus complexe, parce qu'encore une fois, on est limité dans notre corporalité, et du coup, on a du mal à interpréter tout ce qu'on a fait. Et pourtant, on le fait tout le temps au final, c'est dans notre quotidien tout ça. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui dans l'enregistrement de cet épisode. Je ferai une deuxième partie sur ce chapitre 2. Et par contre je vous publierai les deux en même temps, comme ça vous évite d'attendre 2 semaines pour avoir la suite. Comme ça vous pouvez soit les enchaîner, soit les écouter petit à petit. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout de suite dans la suite de l'épisode.